Afrique Média. Le monde, c'est nous. Hello? Hello, you're on the... Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Keka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Merci de nous retrouver au cœur de cette autre édition Appel sur le continent et nous prenons la direction de la France pour évoquer le procès dit des biens mal acquis entre la France, l'État français mais surtout l'État de la Guinée équatoriale. La justice française refuse donc de restituer un immeuble parisien au pays. La justice française a donc refusé, c'était hier, mercredi 8 juin, de restituer à l'État de Guinée équatoriale un hôtel particulier situé donc à Venifoche à Paris, confisqué après la condamnation de son vice-président Théodorine Obiang, qu'a-t-on appris. D'ailleurs, la Cour d'appel de Paris a donc déclaré irrecevable la demande de restitution et a d'ailleurs condamné. Une source a d'ailleurs confirmé des sources judiciaires locales. Théodorine Obiang, le vice-président équato-guinéen, donc était définitivement condamné à 3 ans de prison avec sursis, 3 millions d'euros d'amende et des confiscations de biens après le rejet de son pouvoir donc en juillet 2021. Prenant acte de cette condamnation, la Guinée équatoriale avait donc adressé à la Cour d'appel en septembre 2021 une requête en restitution de l'immeuble de l'avenue Foch, affirmant d'ailleurs en être le propriétaire de bonne foi, ce qui n'a visiblement pas été exécuté par la justice de la France. La justice française, on en parle effectivement dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. Et puis en seconde thématique, évoquons l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky demande donc cette fois-là l'exclusion définitive de la Russie au sein donc de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Après avoir demandé il y a peu l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président de l'Ukraine pense donc qu'il ne peut pas y avoir de discussion pour prolonger l'adhésion de la Russie à la FAO. Quelle y serait donc la part de la Russie si elle provoque la famine pour au moins 400 millions de personnes, voire un peu plus d'un milliard, a lancé Volodymyr Zelensky dans un discours en visioconférence lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE. Le blocage des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire a donc commencé par celui de l'Odessa, principal port du pays, paralysé par les exportations des céréales, notamment de blé, dont l'Ukraine était, avant la guerre, en passe de devenir le 3e exportateur mondial. Des sujets qui vont nous permettre, monsieur, de nous appesantir le temps de cette édition d'appel sur le continent. Bienvenue à toutes et à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, bonsoir, monsieur, merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent. 2 sujets, 2 faits majeurs d'actualité qui vont nous permettre de parcourir un temps soit que nous allons parcourir tout le long de cette émission. Tout d'abord, la question liée aux biens mal acquis du côté de la Guinée équatoriale. La justice française vient donc de refuser de restituer un bien matériel appartenant officiellement à l'État équato-guinéen. On évoquera cela dans le cadre de cette édition. Et puis, la guerre du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky qui demande cette fois-là à ce que les portes de la FAO soient désormais fermées au gouvernement russe, responsable selon ces derniers de la grande famine qui est annoncée par plusieurs observateurs si jamais rien n'est fait pour libérer véritablement les exportations de blé et des céréales à travers le monde entier. Des sujets que nous allons parcourir le temps de cette édition. Ils sont 2 autour de moi pour me permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces 2 faits d'actualité. Gamal Labina, mais surtout Luc Michel que nous retrouvons depuis Bruxelles. Luc, bonsoir, merci de nous retrouver au cœur de cette édition et nous allons démarrer par la Guinée équatoriale, un sujet que vous connaissez particulièrement et que vous tient d'ailleurs à cœur, lié donc à cette affaire dite des biens mal acquis. Luc Michel, la justice française
refuse donc d'octroyer à la Guinée équatoriale cet immeuble donc appartenant officiellement, en tout cas selon les autorités de la Guinée équatoriale. Cet immeuble n'appartenait plus effectivement au vice-président, puisque ce dernier avait rétrocédé l'immeuble à l'autorité de la Guinée équatoriale. Comment expliquer aujourd'hui la posture de la justice française qui refuse donc de rétrocéder cet État-là à l'État de la Guinée équatoriale? Bienvenue à vous, Luc Michel. Bonsoir à Gamal et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tout d'abord, il faut dire quelque chose, c'est que c'est la comédie judiciaire, dans le bras de fer judiciaire entre Paris et Malabo qui continue. L'arrêt de la cour d'appel a été rendu en quelques minutes. Il n'a pas été motivé, la cour se réservant le droit de motiver ultérieurement. C'est une parodie de justice. Et comme l'a dit l'avocat de Guinée équatoriale, l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris, Miguel Yondo, hier matin, pendant 12 années, on a rendu des procès politiques, mais on n'a jamais soulevé un amendement à un élément de droit. Il faut dire enfin quelque chose qui est étrange, c'est que dans ce qui est censé être une procédure d'appel, c'est l'avocat général et c'est le procureur qui avait rendu la décision de confiscation en 2018 qui ont déclaré irrecevable aujourd'hui le recours de la Guinée équatoriale. Maintenant, il y a une erreur. C'est Jeune Afrique qui prétend que c'est un nouvel élément des affaires des procès Malaki. Ce n'est pas le cas. C'est une procédure distincte, une requête qu'on a dit en restitution qui a été introduite par la Guinée équatoriale contre l'État français. Ce n'est pas du tout le vice-président de Guinée équatoriale qui serait à nouveau jugé. C'est tout à fait inexact cela. Voilà donc l'affaire maintenant qui continue puisque la Guinée équatoriale veut continuer la procédure. L'avocat de Guinée équatoriale a précisé, mais il n'est pas écouté ni à l'Élysée, ni au Quai d'Orsay, ni à la chancellerie de la justice française. Tous ces gens sont autistes. Il a averti la France des conséquences diplomatiques extrêmes qui auraient lieu si l'immeuble était saisi et vendu, évoquant d'ailleurs, comme cela avait été l'année passée, la cessation des relations diplomatiques entre la Guinée équatoriale et la France et probablement des mesures de rétorsion contre l'ambassade de France à Malabo. Il faut dire quelque chose dans toute cette affaire. Tout d'abord, c'est que cette décision, elle est appuyée depuis l'année passée, depuis juin de l'année passée, par une loi de spoliation dont la cible principale est la Guinée équatoriale et l'immeuble de la Demi-Faute. C'est un immeuble de prestige qui est situé à côté dans une avenue parallèle aux Champs-Élysées et il est estimé actuellement à plus de 100 millions d'euros de valeur. Cet immeuble, évidemment, autour de cet immeuble gravite une cohorte de chacun des avocats, des ONG, notamment les ONG de Georges Soros, Transparency International et Sherpa, des groupuscules de l'opposition équatorienne en exil, manipulés par les services secrets français et espagnols, une branche de la Corrette, par exemple, la Corrette de Salomon Obeso, s'est même constituée, ne riez pas, en société commerciale dont le but est de s'emparer d'une partie de cet immeuble. D'autres cibles sont évidemment prévues par la France. Il y a la famille du président du Gabon, Ali Bongo. La semaine passée, la justice française a relancé l'affaire des biens mal acquis dans le volet gabonais et la réponse évidemment du Gabon était très simple. On essaye d'opérer une homonymie entre la famille de Bongo et son père en particulier, l'actuel président,
qui n'a aucun bien en France et qui n'est pas concerné par les biens mal acquis. Les mêmes procédés sont employés contre la Guinée équatoriale. Les journaux français évoquent la condamnation, par exemple, de Théodore Obiang, laissant croire que c'est le président de Guinée équatoriale qui serait condamné, alors qu'il s'agit de son fils. Lorsque, en 2006, a été monté, je dis bien monté, le dossier des biens mal acquis, le président Théodore Obiang Massogo n'avait aucun bien en France et donc on s'est retourné contre son fils. Maintenant, il faut expliquer, faire la chronologie de cette affaire des biens mal acquis parce qu'elle est éclairante. Avant cela, une dernière précision, c'est que les pays africains ne sont pas les seuls qui sont visés par ceux qui sont de véritables raids de piraterie internationale, d'une galaxie de groupuscules d'ONG, d'avocats avec la complicité de l'État français. La loi de spoliation votée l'année passée, elle vise en effet également l'oncle de Bachar el-Assad qui est visé par une procédure de biens mal acquis à Paris et également le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé. Le but là-bas n'étant pas de faire une bonne justice, mais de déstabiliser le pays et de détruire la livre libanaise. Dans tous les cas, on trouve le même groupe d'individus, et notamment l'avocat William Bourdon, l'avocat de Transparency et de Sherpa, et qui est le principal associé de Georges Soros en France. Il faut rappeler donc la chronologie des biens mal acquis. Dans le cas de la Guinée équatoriale, contrairement aux autres affaires qui ont été démarrées à la fin du XXe siècle et qui concernent des biens privés, l'affaire de la Guinée équatoriale, elle démarre en 2006 et à partir de 2012, elle ne concerne plus des biens privés, mais des biens appartenant à l'État équato-guinéen. Que se passe-t-il? En 2004, il y a une tentative de coup d'État avec une firme de mercenaires qui est dirigée par un ancien officier des SAS britanniques, Simon Mann. Cette tentative de putsch vise à prendre le pouvoir à Malabo en assassinant le président Obiang Nema et sa famille. Le putsch échoue parce que les militants sont arrêtés au Zimbabwe sur l'aéroport international de Harare. Ils sont neutralisés et ils seront ensuite arrêtés, livrés à la Guinée équatoriale et lourdement condamnés. Derrière ce coup d'État, il y a des pétroliers britanniques, notamment le fils de Mme Thatcher, Mark Thatcher, et il y a George Soros. Celui-ci, de colère en 2006, confie à William Bourdon, son associé, ce qui va devenir les biens mal acquis de Guinée équatoriale, c'est-à-dire un dossier monté tout d'abord aux États-Unis et qui vise donc le vice-président de Guinée équatoriale. Rappelons que celui-ci dispose d'immunité de fonction en raison donc de ses hautes fonctions, mais la justice française s'assiera sur cette immunité. S'en suivra une série de procédures judiciaires de 2010 jusqu'à 2019 qui aboutiront à la condamnation finale de la Guinée équatoriale. En attendant, en 2017, il y aura une nouvelle tentative de coup d'État avec des mercenaires à Mongomo, sur la partie continentale, à la frontière du Cameroun, du Tchad, du Gabon et de la Guinée équatoriale. La justice camerounaise qui jugera l'affaire, mais également la justice de Malabo, il y aura 2 procès, établira que derrière ce coup d'État, il y a un groupe de pétroliers français, des barbouzes françaises, de nouveau l'avocat William Bourdon et Georges Soros qui feront l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Malabo qui sera neutralisé par les justices françaises et américaines. Et bien entendu, il y aura évidemment
tous les protagonistes de l'affaire des biens mal acquis. Nous arrivons à l'année passée, il y aura de nouveau une nouvelle tentative de déstabilisation contre Malabo qui vise les élections présidentielles de 2023. Il y aura cette loi de spoliation faite sur mesure contre la Guinée équatoriale en juin de l'année passée et donc la tentative définitive de s'emparer de l'immeuble de l'avenue Foch, ce qui conduira à cette procédure de Malabo en restitution devant la Cour d'appel et donc la continuation de la comédie judiciaire contre Malabo. C'est une affaire très grave parce que Macron, qui a été saisi de l'affaire, l'ambassadeur de Guinée équatoriale, s'est adressé aux plus hautes autorités françaises et le président Obiang-Nema Bassongo a même rencontré Macron. Tous ont précisé que la balle était dans le camp de la France, que Malabo ne souhaitait pas voir la rupture des relations diplomatiques, mais qu'évidemment, il souhaitait une attitude raisonnable de la France. Tous ceux-ci sont autistes. Précisons que ceci aura des conséquences pour Paris et non pas pour Malabo, parce que Malabo n'a pas d'investissement en France, il n'a pas d'affaires en France, mais Paris, au contraire, a de grandes activités économiques en Guinée équatoriale, notamment la Société Générale dans le domaine des banques, le groupe Total dans le domaine pétrolier, puisque la Guinée équatoriale est un État gazier pétrolier, et enfin le groupe Accor dans l'hôtellerie. Paris a donc tout à fait d'une rupture des relations diplomatiques avec Malabo. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire, loin des rideaux de fumée qui sont soulevés par Jeune Afrique, qui une fois de plus est une usine à produire des mensonges. Venir Luc Michel pour comprendre véritablement cette fixation faite par Jeune Afrique qui veut absolument, du moins, faire comprendre davantage que le procès, lui, était davantage celui du vice-président de la Guinée équatoriale. L'occasion peut-être pour nous d'écouter Gamal Abina autour de cette question. Gamal Abina, c'est donc clairement une procédure de requête de restitution qui avait été mise en appel donc par le gouvernement de Guinée équatoriale, sauf que cette procédure d'appel s'est donc véritablement frottée donc au refus de la justice française, ça il faut dire clairement, de restituer un bien qui clairement appartient à l'État équato-guinéen. Est-ce qu'on doit comprendre clairement, comme l'a développé Luc Michel tout à l'heure, que la France veut tout faire pour maintenir quand même cet immeuble qui vaut quand même près de 107 millions d'euros et donc la France veut véritablement s'en approprier à tous les moyens? Tout à fait. Il faut être très précis dans l'explication que vient d'apporter Luc Michel, qui est extrêmement fouillé. Il a parfaitement raison. Il faut savoir une chose essentielle, c'est que d'abord, cet immeuble vaut effectivement 107 millions d'euros. Alors, il faut décrire quand même ce qui est mal acquis. Il faut expliquer quel est le niveau de bassesse de certains dirigeants africains, je parle du nord au sud, il n'y a pas de problème là-dessus, lorsqu'ils vont voler. C'est un immeuble qui vaut 107 millions d'euros, c'est un immeuble dans le quartier Avenue Foch, qui est une des rues, effectivement, périphériques du rond-point des Champs-Élysées, donc le quartier le plus cher de Paris. C'est un immeuble qui était équipé non seulement de hammams, de piscines, mais surtout de robinetteries en or. Ça rappelle ce qu'on trouve dans le Golfe, dans certaines monarchies assez ahurissantes, des robinetteries en or, on a que ça à faire. C'est un immeuble qui a été évidemment mal acquis. Qui peut dépenser 107 millions d'euros sans travailler, puisque c'est toujours pareil, c'est des politiques qui prennent mais qui ne travaillent pas, pour finalement acheter à Paris, donc finalement transférer les capitaux des pays d'origine vers l'ancienne puissance coloniale ou néocoloniale, parce que c'est pas forcément Paris qui était à la tête de cette région, mais quoi qu'il en soit, c'est un immeuble qui appartient évidemment, puisque c'est un bien mal acquis, c'est de l'argent détourné de l'État guinéen, et donc c'est un immeuble qui appartient à l'État guinéen et pour lequel on refuse une fois de plus, c'est pas la première fois, de restituer ce bien à son vrai propriétaire, au peuple guinéen, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent, les pays africains qui ont été dirigés par des dictatures téléguidées par l'Occident, souvent ces pays africains ont placé, je parle des pays arabes ou des pays subsahariens, leur argent en Occident, sous forme soit d'immeubles achetés, soit d'actions dans les sociétés, ou simplement de capitaux qu'ils mettent dans les banques suisses. Et très souvent, évidemment, lorsque ces dictateurs disparaissent, eh bien cet argent, miraculeusement, est endormi. On ne l'entend plus. J'en veux pour preuve, par exemple, de la destruction de la Libye.
il y avait entre 200 et 2000 milliards de dollars de ce qu'on appelait les avoirs libyens qui avaient été placés à l'étranger. L'argent libyen rapportait plus d'argent à la Libye que le pétrole et le gaz. C'est une chose que les gens ne savent pas, c'est-à-dire que les Libyens avaient tellement bien géré leurs capitaux que le fonds libyen d'investissement avait été en mesure de générer plus d'argent par ces placements qui ont eu différentes formes, d'investissement dans les immeubles, dans les transports, particulièrement dans la distribution de pétrole en Italie, mais surtout, et c'est le plus important, dans les capitaux financiers qui rapportaient entre 3 et 5% par an. Eh bien, cet argent a été volatilisé à partir du moment où on a détruit l'État libyen et qu'on a détruit la plupart des dirigeants libyens. Et il se trouve que cet argent n'est pas volatilisé, il est bien en train de dormir dans les banques occidentales, plus particulièrement en Suisse, puisqu'il y a un secret bancaire qui est imposé, et il se trouve qu'on ne peut pas récupérer cet argent. C'est-à-dire que vous avez plein d'exemples, comme Hassan II, par exemple, qui avait 40 milliards de dollars en Suisse. Le Maroc n'a jamais récupéré cet argent, parce qu'une fois que l'argent est déposé, eh bien, on peut considérer qu'il est définitivement perdu. Et la question qui se pose par rapport à des immeubles, c'est plus évident, un immeuble c'est matériel, c'est un bien qu'on peut parfaitement identifier physiquement, eh bien, c'est de savoir pourquoi est-ce que des juges qui ne motivent pas, et c'est bien de le rappeler, Michel, qui ne motivent pas leur décision, s'autorisent à dire non, ce bien n'appartient pas à l'État parce qu'il aurait été spolié, qu'il aurait été acquis de bon droit. D'abord, il faut se rappeler qu'en France, quand on acquiert un bien, il doit être motivé, l'argent doit être sourcé, on doit savoir d'où vient l'argent. Et ensuite et surtout, si la personne qui est poursuivie a été condamnée dans le pays d'origine, théoriquement, il devrait y avoir une concorde des juges pour se mettre d'accord pour dire que ce n'est pas forcément une vengeance, mais peut-être simplement le fait qu'il faille penser que la personne a utilisé de l'argent qui ne lui appartenait pas pour acheter un bien qui ne lui appartient pas non plus. Donc la question qui doit être mise en exergue aujourd'hui, c'est est-ce que le mot justice en France, lorsqu'on parle d'argent, je parle bien uniquement d'argent, est-ce que le mot justice a un sens dès lors qu'un État qui se pourvoit en justice en France, avec les moyens de la justice française, avec un avocat français, Crossman, est-ce que ces moyens sont réellement, en termes de réponse judiciaire, ou s'il n'y a pas finalement un mélange de genre, à savoir que la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire, exécutif et policier, évidemment, ce pouvoir politique n'interviendrait pas dans la décision des juges. Et bien, la réponse coule de source, évidemment, quand on ne motive pas la raison pour laquelle on refuse de rendre ce bien à un État qui est une personne morale dans l'absolu, qui est donc parfaitement en droit de demander la restitution de ce bien, ou au moins les capitaux qui ont été investis dedans. Et bien, lorsqu'on ne répond pas à cette question épineuse, cette question essentielle à savoir à qui appartient ce bien et pourquoi on ne le rend pas, c'est qu'il y a une décision non pas de justice qui est mise en place, mais plutôt une décision politique. Et cette décision politique, elle ne participe plus des principes de droit français, elle participe des principes géopolitiques, des principes de rapport d'État à État qui sont très, très délétères. Je ne vous cache pas que l'Algérie rencontre les mêmes difficultés par rapport au bien mal acquis, comme la plupart des pays qui ont récupéré une souveraineté et qui veulent récupérer les capitaux qui ont été inutilement dépensés dans de la pierre à Paris. Il nous permet au mieux de comprendre véritablement qu'il y a là une véritable cabale qui est organisée effectivement par la justice française pour mettre effectivement le grappin autour de ce bien matériel qui est quand même visible. Ce n'est pas dans le cas où on a parfois voilà on a affaire à des sommes financières qui ne sont pas parfois très très perceptibles, mais là on a quand même un bien matériel et Gamal l'a si bien dit, les questions qu'on devrait se poser, à qui appartient clairement ce bien. Mais je voudrais, Luc, vous permettre de rebondir tout à l'heure sur cette démarche justement de Jeune Afrique qui à l'ouverture effectivement de cette procédure de requête sur la restitution de ce bien qui a été d'ailleurs introduit en appel. Eh bien Jeune Afrique plutôt évoquait plutôt l'ouverture, alors la réouverture donc d'un procès contre le premier vice-président équato-guinéen, chose qui n'était pas effectivement à l'ordre du jour. Alors comment comprendre effectivement, Luc, à votre niveau, cette démarche de Jeune Afrique? Avant de répondre, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Gamal Amina et je suis indigné de ce que je viens d'entendre. Gamal Amina reprend exactement les arguments de Maître Bourdon de Transparency International, qui est la principale associée en France de Georges Soros. Tout d'abord, il ne s'agit pas de bien voler au peuple ou à l'État équato-guinéen, puisque en Guinée équatoriale, ce ne sont pas des délits, que tout cela est légaux, mais deuxièmement, parce qu'il s'agit d'une cabale géopolitique menée pour déstabiliser la Guinée équatoriale depuis 2004 et qui n'a rien à voir avec la bonne gouvernance ou avec l'argent volé en Algérie ou en Libye, des dossiers que je connais bien. Deuxièmement, il ne s'agit pas, contrairement aux affaires de biens mal acquis, de biens privés, comme dans le cas du Gabon ou du Congo-Brazzaville,
mais d'un immeuble qui appartient à l'État gréco-colombien, où est établie l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Il ne s'agit pas du tout d'un immeuble privé. Et les histoires qui visent à raconter qu'il y a des robinetteries en or, des amades, des cinémas, etc. Moi-même, je me rends régulièrement à l'ambassade à Paris. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un immeuble diplomatique et consulaire dans lequel existent des bureaux et une chancellerie et la résidence de l'ambassadeur, et qu'il faut arrêter de faire la propagande de l'État français et de Georges Soros en racontant n'importe quoi. C'est la première fois que je me trouve à Gamal Abida pour l'entendre réciter le catéchisme d'une organisation de Soros. Ça n'a rien du tout à voir avec la bonne gouvernance. Ce qui est derrière l'affaire bien acquis, c'est d'une part la géoéconomie s'emparer d'un État pétrolier et gazier modèle qui est le principal allié dans les États producteurs de gaz de la Russie et de l'Iran. Et deuxièmement, il s'agit d'un dossier géopolitique puisqu'il s'agit de s'attaquer au golfe de Guinée, donc un État dans le golfe de Guinée qui est le principal État allié à la Chine et à la Russie. Notamment en 2015, le président de Guinée équatoriale a ouvert à la flotte de guerre russe tous les ports de guerre de Guinée équatoriale, neutralisant les flottes occidentales dans le golfe de Guinée. Le vice-président condamné Théodore Obiang-Nema Massogo a été reçu en tête-à-tête en janvier 2020 à Moscou par Vladimir Poutine, volontairement en tête-à-tête et avec tous les honneurs, de façon à ce que Moscou déconsidère les jugements de la justice française. C'est également l'interlocuteur des généraux chinois de l'armée populaire de libération. C'est un homme d'État responsable de 54 ans, très populaire dans son pays, et l'un des successeurs potentiels du président, et pas du tout comme le présentent les journaux français, comme un gamin, un golden boy qu'on assimile à des fils, notamment le fils du président de Sierra Leone, qui est un footballeur et un gamin, etc. Il faut donc arrêter ce que je viens d'entendre, de déverser la justice française. Tout cela n'a rien à voir avec des biens mal acquis, n'a rien à voir avec de l'argent volé. Tout ceci est un dossier géopolitique de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Ceux qui me suivent sur les antennes d'Afrique Média depuis 2014 me voient intervenir à longueur d'année contre la déstabilisation des États-Unis et de l'État français dans cette affaire. Ce sont des prédateurs occidentaux qu'il n'est pas question de soutenir. Jeune Afrique, évidemment, c'est en France le perroquet, la voix de son maître de ces milieux. Qu'est-ce qui oppose Jeune Afrique à Malabo? Malabo a essayé à un moment donné de faire entendre raison à Jeune Afrique. Et Jeune Afrique a fait du chantage. Il a demandé des sommes considérables pour changer de position, comme il le fait régulièrement dans des dossiers. Et depuis, Malabo est l'objet de l'hostilité de Jeune Afrique. Jeune Afrique fait donc point que le procès en restitution, qui est une initiative de Malabo, serait une suite du procès des biens mal acquis. Ça n'a rien à voir. Et le vice-président n'a plus rien à voir dans cette affaire. C'est un procès qui oppose l'État de Guinée équatoriale et son ambassadeur à Paris à l'État français. Voilà ce qu'il faut en retenir. Il faut arrêter avec toute cette histoire de biens volés aux Africains, de biens mal acquis, etc. Il s'agit simplement d'espèces de raids de piraterie internationale menés par la justice française qui s'est accordé des qualités de ce qu'on appelle de juridiction universelle dans une série de dossiers. Il n'y a pas seulement la Guinée équatoriale ou le Gabon, il y a le Liban, par exemple, où il y a encore la Syrie. Tout cela est inadmissible. Ce n'est pas de la justice, de la bonne gouvernance, etc. C'est tout simplement de la piraterie internationale. Et l'un des acteurs de ces actions qui les a rendues possibles, ce sont les réseaux de Georges Soros, Transparency, Sherpa,
Amnesty International et compagnie, le principal acteur de ces dossiers en France étant William Bourdon, qui est un proche associé de Georges Soros en France, mais également de l'État français. À un moment donné, sous le président Hollande, Bourdon avait ses entrées, comme on dit, à l'Élysée, et à l'époque, l'opposition équatorienne, la fameuse Corrèze, était reçue au congrès du Parti français socialiste par Laurent Fabius à Poitiers, à Soissons, pardon. Voilà tout ce qu'il faut retenir dedans. Et voilà donc pourquoi il faut bien entendu restituer le cadre de ces affaires tel qu'il doit être fait. Très certainement tout à l'heure pour évoquer avec vous cette loi donc sur la spoliation qui a été votée et légalisée du côté de la France. Gamal, je vous retrouve et là on veut véritablement croire à la philanthropie de la France mais surtout de sa justice. Alors si tel est donc vrai que c'est une démarche qui vise davantage le bien des peuples africains, pourquoi décider de maintenir en captivité, passez-moi l'expression, eh bien, l'héritage qui puisait matériel d'un État comme celui de la Guinée équatoriale, puisqu'il est clairement établi que eh bien, cet établissement, du moins cet immeuble appartenait clairement à l'État équato-guinéen et qu'il servait d'ailleurs servait de cadre pour l'ambassade de Guinée équatoriale du côté de la France. Pourquoi est-ce que la justice, si on veut bien croire aux bonnes grâces de celle-ci, parlant de la justice française, ne procède pas clairement à l'identification, mais surtout à la rétrocession de ces biens matériels à l'État de Guinée équatoriale? Alors, je donne un bon point à Luc Michel, parce qu'il est effectivement très expert dans ce qu'il dit. Les sous-jacents politiques, évidemment, n'est pas absent de cette histoire. Alors, évidemment, j'ai les informations qu'on reçoit en France, j'ai pas forcément tous les éléments. Par contre, une chose est certaine, c'est que la démarche, elle, est évidente. Alors évidemment, Luc Michel semble bien connaître la question géopolitique, et il a raison sur la question du pétrole et de toute la région du Golfe et de Guinée qui est très très riche. Mais effectivement, il y a un aspect qu'on ne peut pas écarter, vous venez de poser la bonne question, c'est pourquoi les Français qui sont toujours parés de bonnes intentions, je parle donc de l'État français, puisque les juges ne font qu'exécuter les décisions d'un État, pourquoi les Français prétendent vouloir défendre les intérêts des peuples et finalement ne pas restituer leur richesse? C'est ça la question qui se pose. C'est pas de savoir si le bien est mal acquis, puisqu'il a été restitué en 2012, semble-t-il, dans le cadre d'une procédure par ailleurs justice. C'est pas le propos. Le propos, c'est de se dire, est-ce que la justice française, une fois qu'elle tranche une décision, elle l'a fait, donne raison au peuple guinéen et renvoie l'argent et les capitaux. C'est pas ce qui se passe. Ils donnent toujours raison à une X ou Y partie, mais ils s'en fichent complètement en vérité. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le statu quo, c'est de donner une décision de justice qui traînera en longueur. C'est quand même des procédures qui prennent des années, puisqu'ils prennent tout le temps de la décision de justice. Quand on dit toujours que la justice a un temps long, ça peut durer très longtemps. Je vais vous donner un exemple très concret qui va parler. On a un homme en France qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Ça va vous parler tout de suite, vous allez comprendre le rapport entre les deux. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un chrétien libanais de gauche qui se battait pour la cause libanaise et palestinienne. Il a été poursuivi pour une affaire d'attentat et il a été condamné à la prison. La peine de prison de sûreté, c'est 22 ans. Il a dépassé les 30 ans de prison, il ne sort pas de prison. Rien n'est respecté, aucun des termes de droit français n'est respecté, on ne veut pas qu'il sorte. Pourquoi? Parce que c'est un prisonnier politique, ça n'est pas un prisonnier comme l'autre. C'est pareil pour les biens mal acquis, comme on les appelle. Qu'il soit bien acquis ou mal acquis, bon, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse acheter un immeuble de 107 millions d'euros si ce n'est pas l'État qui le fait, mais imaginons que ce soit un État, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. De toute façon, l'objectif in fine de ceux qui font les procédures, c'est certainement pas de rendre l'argent. J'ai parlé de l'argent de Kadhafi, on prétendait être l'argent de Kadhafi qui était l'argent de la Libye, puisque Kadhafi n'avait pas d'argent, en vérité c'est un mythe. Eh bien, l'argent de la Libye ne sera jamais restitué. Quand on va faire main basse sur une richesse, on ne la rend jamais. C'est ça l'obsession des Occidentaux en règle générale, c'est qu'une fois qu'ils ont pris de l'argent, les principes éthiques, le droit et tout ça, ça disparaît. Par contre, ils rappellent très souvent, ils ont rappelé pendant des décennies aux Russes qu'il y avait eu un emprunt russe et qu'il fallait que la Russie leur rembourse. Ce qu'elle a fait. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Je pense que là-dessus, quels que soient les sous-jacents, effectivement, je n'ai pas tous les sous-jacents politiques, parce qu'évidemment, je n'ai pas l'expertise sur la Guinée équatoriale, sur d'autres Guinées d'ailleurs, que ce soit quelles que soient les différentes Guinées ou des anciens territoires anglo-français. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'objectif. On donne une décision de justice qui va geler la procédure, qui va faire croire qu'on va rendre les biens parce qu'on serait plein de bonnes intentions. Georges Soros n'étant pas celui qui est le mieux intentionné du monde, on le sait, avec ses révolutions de couleurs, on a l'habitude des manœuvres de Soros, qui va aider d'un côté les Femmes et qui va aider le CTF de l'autre.
Ça vous dit un peu le grand écart. Ce qui intéresse ces gens-là, c'est uniquement leurs intérêts. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur que vous avez, à partir du moment où ça sert leurs intérêts politiques, leurs intérêts économiques, puisque Soros, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune grâce aux hedge funds, les fonds de pension américains. George Soros, qui a fait main basse sur l'argent de la Banque d'Angleterre, par exemple. C'est un type qui fait de l'argent, c'est tout. Eh bien, ces gens-là ont une démarche qui est de servir avant tout leurs intérêts. Je parle de Soros parce que lui, c'est une caricature, mais les États occidentaux ont le même principe. Ils servent que les intérêts clairement particuliers, puisque c'est souvent les dirigeants qui s'en mettent plein les poches. Ça, on en parle moins. C'est eux-mêmes ont des biens mal acquis. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une décision de justice est rendue, pourquoi elle est rendue et que finalement, ça n'aboutit à rien, quel que soit le type de condamnation d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire que finalement, l'État guinéen ne bénéficiera pas de cette décision, même s'il avait été allié avec la France. Je veux dire, même quand on voit le nouveau pouvoir en Libye, par exemple, qui est installé par la force, logiquement, ils auraient dû récupérer leurs capitaux. Eh bien non, ils ne récupèrent pas leurs capitaux. L'État est en cessation de paiement. On a un recul de l'électrification du pays, puisque maintenant on est descendu à 70%, alors que le pays était électrifié à 100%, uniquement parce qu'effectivement, les rapports de force internationaux font que l'intérêt de l'Occident, c'est de ne pas restituer l'argent. Et là, c'est bien mal acquis dans l'autre sens, des pays souverains. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser de cette décision? Le sous-jacent politique importe peu. L'État guinéen ne verra pas la couleur de cet argent. C'est 3000 mètres carrés, ça c'est indiscutable, qui ont été bâtis maintenant, qui est ou pas des robinets en or, qui est ou pas des cinémas ou des hammams. Ça, c'est pas tellement important. On en a vu dans d'autres sphères. Ce qui est important, c'est que cette fortune considérable qui est en plein cœur de la capitale parisienne, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, tout un symbole, eh bien, cette fortune ne sera pas rendue à son état légitime, tout comme la plupart des avoirs bancaires qu'on ne voit pas, par contre, c'est moins évident, ne seront jamais rendus à leur état d'origine. Et c'est bien que Luc Michel, pour le coup, m'ait corrigé parce que j'ai pas une expertise totale sur cette question-là, malheureusement. Je connais mieux les questions orientales, évidemment. Sur ces questions vraiment de rapport géopolitique sur certains États, je ne maîtrise pas forcément, mais ce qui est certain, c'est que, in fine, le grand gagnant, ça reste l'État français. C'est du moins l'élément sur lequel nous tous on est quasiment unanime ici, Luc Michel, c'est que à la fin, la France sort finalement gagnante sur cette véritable question. Mais je reviens à vous, Luc, parce qu'on veut, on veut davantage croire peut-être à la bonne démarche, mais surtout à la philanthropie de la justice de l'État français pour dissocier un tout petit peu le pouvoir politique de celui judiciaire, même si on a quasiment l'impression que c'est du pareil au même. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne réussit donc pas clairement, puisque je voulais donc évoquer tout à l'heure cette loi sur la spoliation qui est aussi un véritable braquage officialisé par l'État français. Pourquoi est-ce qu'on ne restitue pas clairement ces biens matériels aux États concernés, si tel est établi que ces biens-là ont été, entre guillemets, passez-moi l'expression, volés au peuple guinéen? Pourquoi est-ce que la France ne retrocède pas finalement ces richesses-là aux États concernés? Écoutez, ce dossier, il demande pas seulement une expertise géopolitique, il demande une expertise judiciaire. Ce qu'on vient d'expliquer n'est pas exact. Cette affaire, tout d'abord, n'a rien à voir avec la confiscation des fonds libyens, qui relève d'une décision des Nations Unies et qui est un vol, évidemment, des fonds souverains libyens. On parle de 1000 milliards de dollars qui n'ont jamais été restitués. Il y a eu une procédure judiciaire, un procès privé en Belgique avec un des fils du précédent roi des Belges, le prince Laurent, qui l'opposait à l'État libyen. Eh bien, on a découvert que des milliards d'euros dormaient toujours sur des comptes bancaires belges. Dans le cas de l'affaire des biens mal acquis, jusque juin 2019 et la loi de spoliation du Sénat et de l'Assemblée nationale française, lorsque la France confisquait un bien, elle en devenait le propriétaire. Ce bien était confié à un organisme qu'on appelle l'AGRAS, qui gère ces biens et il sert à financer la justice française. Mais la loi de spoliation de juin 2019, qui concerne, je précise donc, le Liban, la Syrie, le Gabon, le Congo-Brazzaville et principalement la Guinée équatoriale, elle change tout. La loi ne confie plus à l'AGRAS que la gestion des biens, mais au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay est chargé de restituer à des organisations de son choix, des ONG d'opposition et des organismes politiques d'opposition,
afin de les financer dans leur opération de déstabilisation de leurs États. C'est là qu'intervient la Corette équato-guinéenne et les ONG de George Soros, puisque le Quai d'Orsay doit leur attribuer une partie de ces fonds volés à l'État équato-guinéen et qui servirait à financer sa déstabilisation. Donc l'État français n'a plus rien à voir dans la prise en compte de cet argent, mais il va s'en servir pour financer la déstabilisation de Malabo, de Beyrouth, de Damas, de Congo-Brazzaville, mais également du Gabon, puisque la semaine précédente, on a reconstitué tout un pan de l'affaire gabonaise des biens mal acquis. Voilà ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de restitution au peuple équato-guinéen. La Guinée équatoriale a d'ailleurs un cas similaire. Vous savez que George Soros a initié un second volet de biens mal acquis, cette fois-ci aux États-Unis. Eh bien, dans le cadre de cette confiscation par la justice américaine, l'État équato-guinéen a négocié avec le fisc américain. Ils ont ensemble déterminé des ONG sociales de façon à aider vraiment les équato-guinéens. Et l'argent confisqué aux États-Unis, on est également en présence de millions de dollars. Eh bien, il va être vraiment restitué au peuple équato-guinéen. L'année passée, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat français ont adopté la loi de spoliation, celle-ci a été condamnée par le State Department américain. Ne croyez pas que les Américains sont des amis de la Guinée équatoriale. Ils essayent eux aussi de déstabiliser le pays depuis les années 2004-2005, mais la justice américaine est une justice indépendante. Le fisc américain est un fisc indépendant, contrairement à ce qui se passe en France, où l'Élysée et le Quai d'Orsay contrôlent tout et où les magistrats sont aux ordres du garde des Sceaux. Voilà donc ce qu'il faut retenir de toute cette affaire. Les Français, s'ils avaient voulu restituer cet argent au peuple équatorien, ils disposaient, avec l'aide de Malabo même, ils disposaient des voies pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et j'ajouterai une dernière chose pour terminer. Ils vont le payer très cher parce que la Guinée équatoriale est décidée à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser humilier. Une des choses que l'on veut faire, c'est humilier la famille Obiang de façon à déstabiliser le pays. En 2018, cela n'arrivera pas. Vous l'avez d'ailleurs si bien dit, il va falloir s'attendre certainement à une réciprocité de la part de l'État de Guinée équatoriale si jamais eh bien, cette procédure de requête de restitution qui a donc été mise en appel ne venait pas à obtenir gain de cause. Et bien vous avez d'ailleurs semblé nous faire savoir qu'il y aura une réciprocité sur des domaines d'investissement pour lesquels la France est fortement et grandement déployée du côté de la Guinée équatoriale. Oui, bien entendu, les Français ont tout à fait. Vous savez, une fois l'immeuble de la Guinée équatoriale volé, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, l'ambassade va fermer. Le Quai d'Orsay a demandé à l'ambassadeur de Guinée équatoriale, que je connais bien puisque c'est un ami, a demandé à ce qu'on relocalise dans un autre bâtiment l'ambassade de Guinée équatoriale et l'ambassadeur Miguel Yondo a refusé. Si l'ambassade doit quitter l'immeuble de l'avenue Foch, il ne sera pas réouvert ailleurs. Et évidemment, ce sont les usages diplomatiques. Si on ferme une ambassade, l'ambassade du pays concerné est fermée dans l'autre pays. On a déjà un cas d'ailleurs. L'année passée, la Grande-Bretagne, instigée dans un complot par les Français, où on retrouve encore la Corette et Maître Bourdon, eh bien, a pris des mesures de confiscation de biens équato-guinéens à Londres.
immédiatement, les Équato-Guinéens ont fermé, ont rompu les relations diplomatiques avec l'autre. C'est la même chose ça a été un exemple que Paris n'a pas compris et un avertissement. Et c'est la même chose qui va se passer si l'affaire de l'ambassade de l'avenue France se termine mal. Les Équato-Guinéens, une fois l'affaire de cet immeuble terminée, n'ont plus rien à faire. La Guinée équatoriale n'a pas de biens, elle n'a pas de grands hôtels, elle n'a pas de banques, elle n'a pas de fermes et de sociétés commerciales en France. Mais les Français ont des biens considérables en Guinée équatoriale. Je le rappelle donc, Total dans le domaine du pétrole, la Société Générale dans le domaine des banques, le groupe Accor, qui est le plus grand groupe dans le domaine des hôtels. Voilà donc ce que la France va perdre, évidemment. Ajoutons que, contrairement à ce que nous a dit Gamal, la Guinée équatoriale n'est pas une ancienne colonie britannique ou française. C'était en Afrique la seule colonie espagnole. Elle était constituée de 2 colonies, ce qu'on appelait le Rio Novo, c'est-à-dire la partie continentale aujourd'hui de la Guinée équatoriale, et un chapelet d'îles avec l'île d'Anobo et l'île de Bioko où est établi Malabo. En 1968, le dictateur fasciste Franco a été obligé de donner l'indépendance à la Guinée équatoriale, où il a contribué à établir une dictature qui va détruire le pays pendant 11 années. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, le lobby néocolonial espagnol, qui est lié à la cour d'Espagne et au palais de la Moncloa, c'est-à-dire au service du Premier ministre espagnol, va mener des tentatives sans fin de déstabilisation de façon à rétablir un contrôle néocolonial sur Malabo. Donc Malabo a choisi d'intégrer la francophonie et la zone du franc CFA parce qu'au départ, le président Demba Songo ne voulait pas de l'isolement de son pays et parce que c'est un francophone et un francophile, il parle français et il aime la culture française. Aujourd'hui, évidemment, si la France persiste dans ses opérations de spoliation de la Guinée équatoriale, cette amitié va se terminer et ce sera la rupture entre la Guinée équatoriale et Paris. On va continuer à scruter cette actualité, mais Gamal Abina, est-ce que la France aujourd'hui est moralement mieux placée pour faire un procès à l'Afrique aujourd'hui quand on connaît quand même le passé impérialiste de cet État-là qui se nourrit et s'est toujours nourri effectivement de la spoliation des richesses africaines? Est-ce que l'occasion n'est pas véritablement donnée aujourd'hui au peuple africain de poser sur la table la question forte donc d'ester aussi en justice pour véritablement demander à la France des comptes au regard de son passé impérialiste? Est-ce que la France est mieux placée aujourd'hui pour faire un procès pareil à un État africain? Ah oui, une petite correction. J'ai jamais dit que c'était français, les Guinéens équatoriales. C'est sous influence française depuis qu'ils ont adopté le français en 97. Ils ont adopté le franc CFA. Et c'est vrai que c'était d'abord une colonie espagnole. Et avant encore une colonie portugaise. C'est redevenu une colonie espagnole. Mais ça, c'est un pays qui a subi de vagues de colonialisme, comme on l'a vu au Maroc, par exemple, qui était partagé entre le Portugal, l'Espagne par la suite, et la France, évidemment, qui se partageait une partie du territoire. Donc, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai pris le terme français parce qu'ils font partie de la zone d'influence malheureusement économique française aujourd'hui. Et effectivement, l'influence française néfaste, c'est pas celle des Espagnols, puisque Franco évidemment a dû céder malgré tout, même si il a cédé la plupart de ses territoires jusqu'à sa mort en 75. Mais j'ai pas dit que c'était français, j'ai dit juste que c'est vraiment le giron néocolonial français qui est vraiment très installé là-bas malheureusement, et on le retrouve un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais pour répondre à la question, oui, la France n'est pas bien placée pour donner des leçons de démocratie, parce que déjà même chez eux, la démocratie ne fonctionne pas vraiment, mais surtout donner des leçons de bienséance et de bonne gouvernance. On peut pas recevoir des leçons d'un pays qui est arrivé pour, pas en Guinée, mais dans la plupart des pays d'Afrique où ils ont été, pour spolier les biens de ces pays et qui aujourd'hui nous explique que finalement, il faut une bonne gouvernance. C'est un mot magique qui a été inventé dans les années 90 d'ailleurs, la gouvernance, pour donner le sentiment qu'il faille donner des leçons à des dirigeants africains
qui ne seraient pas assez bons gestionnaires. Depuis cette fameuse rencontre à la Baule que Mitterrand, un des plus grands dictateurs français qui se prétendait démocrate, donner des leçons aux Africains parce que la chute des pays de l'Est, la chute du mur de Berlin, il s'est dit que c'est une possibilité de faire de la démocratie partout, sauce française évidemment, démocratie en imposant un dictateur au pouvoir qui gagne à 90%, voire 99%, eh bien ça n'est pas très sérieux. On ne peut pas prendre des leçons d'un pays qui a aussi un indice de corruption qui est très élevé. La France n'est pas bien placée dans le monde. Je crois qu'elle tourne autour des 26e ou 30e position en termes de corruption. On ne peut pas donner des leçons quand on a un passé colonial qui a été spoliateur. On ne peut pas donner des leçons quand le pays, je parle de la France, est très mal géré, ça se passe pas bien en France, il y a une économie qui est en berne, il y a une désindustrialisation, il y a un désamour du peuple français vis-à-vis de ses politiques. C'est compliqué de dire auprès aux pays africains, regardez chez nous, si ça se passait bien, si c'était vraiment un modèle de réussite économique, politique et démocratique, on pourrait éventuellement entendre de la part de l'ancien pays qui a été quand même barbare, peut-être qu'il y a des bonnes choses à prendre, mais depuis 60 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Toutes les bonnes directives économiques données par la France ou par le Fonds monétaire international, FMI, Banque mondiale et autres, eh bien, ça a donné une catastrophe économique dans ces pays-là. Tous les plans de réajustement structurel ont été des mauvaises blagues qui ont détruit encore plus et fragilisé le tissu social de ces pays parce qu'il fallait, soi-disant, dégraisser le pôle administratif et les fonctionnaires. Et donc, non, la France ne veut pas donner des leçons. C'est pas très sérieux de dire cela. Il faut penser que si on doit prendre une leçon d'un pays, d'abord, c'est un pays qui réussit, c'est pas un pays qui est en déclin. Ensuite, et surtout, pas un pays qui vous a martyrisé, torturé, spolié. Il faut un pays qui ait quand même une certaine distanciation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on parle des Chinois, des Russes, des Iraniens, d'autres pays dans la région, même simplement des pays africains entre eux, tout simplement, on peut entendre des leçons de ces pays-là qui ont une certaine réussite, mais en aucun cas de l'ancienne puissance tutélaire coloniale, même si les Français n'étaient pas les colons en Guinée, mais aujourd'hui, ils ont pris un ascendant quand même assez important quand on tient la monnaie, quand on influence culturellement, quand le français est consacré en 97 comme langue nationale. Tout ça, ça inquiète. Alors évidemment, les Équato-Guinéens, ils préfèrent encore s'arrimer à un pays comme la France, qui reste une grande puissance européenne, plutôt que l'Espagne, qui a eu des moments très difficiles. Mais ça ne change rien au fait que non, on ne peut pas accepter un partenariat avec un pays qui vous a littéralement spolié. Alors je parle évidemment des pays occidentaux en général. On va faire simple, France, Portugal, Espagne et Angleterre. C'est les principales présences occidentales en Afrique. Après, il y a quelques petites présences ça et là après la conférence de Berlin. Mais ça, et puis la Belgique. Je vais faire honneur à Luc Michel. Effectivement, la Belgique a eu un gros morceau en Afrique dans des conditions assez discutables, assez fantaisistes. Ils ont eu le Congo belge, le Congo Kinshasa et Brazza, et puis une partie de Rwanda et Burundi. Mais en dehors de la Belgique, c'est un cadeau qu'on leur a fait qui est assez bizarre d'ailleurs. Ce serait intéressant que Luc nous en dise plus là-dessus. Mais sinon, c'est les 4 grandes puissances d'Europe occidentale, et je parle bien de l'Occident européen. Donc c'est tout ce qui est à la frontière de l'océan Atlantique. Ces 4 grandes puissances maritimes, France, Angleterre, Espagne, ont été les plus prédatrices et les plus destructrices. Et moi, je pense que réellement, aujourd'hui, peut-être sur le plan culturel et encore, il vaut mieux s'écarter de ces gens-là et se rapprocher de pays qui n'ont pas un passé extrêmement douteux, quand même, ça a été le cas. Donc, effectivement, à réfléchir, non, on ne prend pas de leçons de la France. La France pourrait prendre des leçons, en vérité, de gouvernance, elle devrait en prendre, parce que ce qui s'est passé après les Gilets jaunes n'a pas été très glorieux, et puis surtout en termes de corruption, en termes de manque de séparation de pouvoir, parce qu'on voit bien dans ce dossier-là qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, en termes effectivement de dignité et d'honneur donné, je pense que c'est pas les mieux placés. Donc effectivement, je réponds aux questions. Non, la France n'a pas à donner de leçons à n'importe quel pays africain en demeurant. Gamal Abina, Luc Michel, il est clairement établi sur nos Gamal, qui du moins c'est d'ailleurs le commun de tous les Africains. On a pratiquement rien à prendre, que ce soit en méthode, en bonne gouvernance de la part de la France. Mais est-ce que là, tel qu'on est parti, on a vu comment est-ce que la gestion des objets d'art pourtant volés par la France a été plutôt est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, il y a des démarches qui sont faites pour demander que l'on puisse retrocéder cela calmement aux États africains, comme s'il n'y avait pas un acte qui avait été fait, c'est-à-dire comme s'il n'y en avait pas un vol préalablement qui avait été fait par la France. Et la France qui demande à retrocéder calmement ces objets d'art qui ont quand même été pour la plupart vidés de leur véritable substance spirituelle ou autre. Alors, est-ce que l'Afrique, elle également, n'est pas capable d'ester aussi en justice contre l'État français pour la spoliation de ces terres depuis la période précoloniale, coloniale, avec notamment cette démarche de néocolonialisme qui continue davantage à brader les richesses du sol et du sous-sol du continent africain? Les colonies de tous les pays
la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., elles reposent sur le vol. Il y a des universitaires qui étaient parus l'année passée au Maroc qui expliquent que tout d'abord l'Occident s'élève par l'esclavage et lorsque l'esclavagisme n'est plus possible pour des raisons morales qui sont soulevées par les révolutionnaires français, en particulièrement Maximilien Robespierre, que Kadhafi admirait beaucoup et moi aussi, eh bien, on passe de l'esclavagisme au néocolonialisme. Il s'agit de nouveau pour les Européens de s'attribuer des richesses en les volant aux Africains. Voilà ce qu'est le néocolonialisme. À ces jours-ci, le roi des Belges est en visite au Congo, où il mène une grande comédie néocoloniale avec la complicité du président congolais Félix Tshisekedi, qui a fait toute sa carrière dans l'orbite du State Department, du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères belge. Il vient par exemple de prêter pour 60 ans un masque d'une très grande valeur religieuse au Congo, prêter un masque pour 60 ans, alors que ce masque a été volé au siècle précédent au Congolais. C'est tout cela le colonialisme. Dans le cas de la Guinée équatoriale est au confluent de trois néocolonialismes. Il y a tout d'abord les Américains qui veulent s'emparer pour des raisons géoéconomiques du pétrole du Golfe de Guinée et géopolitiques des positions stratégiques. Je ne m'attarderai pas sur celle-ci. Deuxièmement, il y a le néocolonialisme français qui veut s'emparer des richesses de la Guinée équatoriale. Et troisièmement, il y a le lobby néocolonial espagnol. Il faut revenir sur celui-ci parce que c'est un cas unique en Afrique et qu'il joue son rôle dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale. En 1968, Franco est obligé d'accorder l'indépendance à ses colonies africaines. Il établit en Guinée équatoriale où il fusionne une série de colonies. Il établit une dictature militaire, c'est du dictateur fou Macias. Celui-ci va diriger le pays pendant 11 ans avec l'aide de Franco et il est renversé en 1979 par l'actuel président qui rétablit la liberté dans le pays. À partir de ce moment-là, la Moncloa, les services du premier ministre espagnol et la cour des Bourbons, qui a des intérêts économiques en Guinée équatoriale, elle établit une opposition en exil qui est dirigée par l'ancien chef de la propagande de Macias, Severo Moto. Celui-ci va créer une série de partis d'opposition dits en exil, des partis fantoches néocoloniaux, sans aucune assise locale au pays, et il va planter une série de tentatives de putsch avec des mercenaires, notamment celui avec des mercenaires espagnols de 1999. Lorsque ceux-ci vont échouer, il va avoir à partir de 1999 une rivalité entre les anglo-saxons, les Français et les Espagnols. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir du gaz et du pétrole en Guinée équatoriale et que le pays est devenu du jour au lendemain, en quelques mois, un Eldorado pétro-gazier. Il y a dès lors la tentative de putsch avec des mercenaires de 2004, appuyée par les anglo-saxons et les Français. Il y a l'affaire de procédure des biens mal acquis, appuyée par les Américains, les Français et Georges Soros. Il y a deux tentatives de coup d'État, toujours appuyées par Severo Moto, qui est un putschiste compulsionnel, qui ont lieu à partir du Gabon en 2010-2011, qui vont échouer. Il y a la tentative de putsch de Mongomo en 2017 par des pétroliers français, les réseaux de Georges Soros, et de nouveau Severo Moto. À partir de 2017, Severo Moto se rapproche des services secrets français. Il devient un des patrons de la Corrette, une des Correttes. Au départ, il y a trois Correttes, une Corrette espagnole, une Corrette française, une Corrette allemande qui sont rivales. Aujourd'hui, il ne subsiste que la Corrette française de Salomon Obeso
qui est le cousin d'une famille dirigeante de Guinée équatoriale et évidemment qui est instrumentalisé, maraboutisé par les services secrets français et espagnols. Toute cette opposition en exil aujourd'hui, elle est à la confluence des services français, des services espagnols et des services britanniques. C'est une affaire de barbouzes, de multinationales et de pétroliers. C'est cela qu'il faut retenir. Et au milieu de tout cela, bien loin d'être une histoire de bonne gouvernance, de restitution de biens volés, les biens mal acquis, c'est une arme dans les mains de tous ces gens pour déstabiliser la Guinée équatoriale. De sortir autour de cette thématique, je voudrais singulièrement, pardon, Luc, vous permettre de garder la parole. Est-ce que, telles que les choses sont donc clairement définies et dessinées, est-ce que la France va accepter avoir donc dans son dos la Guinée équatoriale si jamais eh bien, l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France venait être définitivement expulsé, en tout cas de cet immeuble-là, et que l'ambassade ne soit plus fonctionnelle du côté de la France? Est-ce que la France, il ne faudrait pas s'attendre à, j'ai envie de dire, un arrangement à l'amiable entre lui et la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il y aura un affront réel entre ces deux pays au regard des intérêts qui lient principalement la France à la Guinée équatoriale? Cet arrangement à l'amiable, il a été proposé directement à Macron par le président Biagdema Bassongo. Il est présidé depuis des mois par l'ambassadeur Miguel Ododo, qui se démène pour que les choses ne tournent pas mal. Mais jusque maintenant, les Français sont autistes. Vous savez, il y a un livre célèbre du journaliste Antoine Gazer, c'est arrogant comme un Français en Afrique. C'est ce qui se passe avec la Guinée équatoriale. Les Français sont arrogants et ils méprisent la Guinée équatoriale. Ils considèrent que Malabo, c'est un petit État en surface, en territoire ayant d'importance, et ils considèrent que les Équato-Guinéens doivent être traités avec mépris. Ils pensent que Malabo n'osera pas rompre et que Malabo, au contraire, va se coucher devant Paris, comme beaucoup d'Africains le font depuis des années. Macron est donc d'une arrogance totale et les gens du Quai d'Orsay, qui sont des petits fonctionnaires irresponsables encore plus. La bienveillance des Équato-Guinéens est prise pour de la faiblesse. Moi, je les connais bien, c'est une erreur. Ce sont des gens qui ont reçu l'éducation espagnole. Ce sont des gens qui sont fiers, qui tiennent à leur dignité et leur respect et qui demanderont cette dignité et ce respect. Ils n'accepteront jamais que l'immeuble soit saisi et soit vendu. D'autre part, il y a un problème technique qui est un problème de droit international. Les conventions de Vienne sur les usages diplomatiques, si elles permettent à la justice d'un État de confisquer une ambassade, elles ne permettent pas de le saisir, elles ne permettent pas d'expulser ses diplomates, elles ne permettent pas d'expulser ses biens. L'ambassadeur de Paris n'est pas décidé à quitter les lieux. Les Français devraient donc employer la police française et mener véritablement un acte illégal des voies de fait, une rupture totale des usages diplomatiques en violation des conventions de Vienne s'ils devaient agir. Tout cela, évidemment, inaugure mal de l'avenir et aurait des conséquences considérables, pas seulement d'ailleurs contre l'ambassade de France à Malabo, mais contre toutes les possessions françaises en Guinée équatoriale. On va donc, messieurs, passer à la seconde thématique qui nous amène donc cette fois-là directement du côté de l'Ukraine avec cette récente sortie du président Volodymyr Zelensky qui demande donc l'exclusion pure et simple de la Russie de la FAO après avoir demandé il y a peu la sortie une fois encore de la Russie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'actuel président de l'Ukraine voudrait donc cette fois-là que la Russie soit tout simplement sortie de cette organisation international parce que selon lui la Russie serait le principal responsable de la famine mondiale qui est annoncée
puisque les différents ports sont donc bloqués et que la circulation des céréales et autres ne peuvent plus atteindre donc des milliers de personnes, mais surtout certains États, que ce soit sur le continent européen, mais aussi sur le continent africain. Gamal Abina, je vous retrouve sur cette question-là parce qu'il est désormais davantage pour le président Volodymyr Zelensky qui pointe un doigt accusateur au président Vladimir Poutine et davantage elle a reçu d'être responsable d'un certain nombre de blocus, notamment sur la mer Noire où la Russie a clairement mis un véritable veto qui empêche donc véritablement la circulation des navires et autres cargos donc de transport. Alors, quelle lecture on peut en faire autour de la démarche effectivement du président Volodymyr Zelensky? Volodymyr Zelensky n'est pas un président sérieux, c'est quelqu'un qui passe son temps à dire tout et n'importe quoi, qui fait feu de tout bois, qui va à chaque fois qu'il va interpeller les gens, faire des références fantaisistes au passé, Verdun pour les Français, en Israël il va parler de l'Holocauste, en Angleterre il va parler des bombardements des Allemands, bref, il va faire feu de tout bois pour attirer à lui l'attention des politiques, mais surtout des populations, pour dire qu'il résiste face à des nazis allemands qui sont en train de faire une déferlante sur lui. Alors, lorsqu'il fait ça, évidemment, il inverse la réalité de l'historique. Il oublie par là même de rappeler que dans ces forces ukrainiennes, il y a aussi des néo-nazis qui sont pas les derniers des barbares. Et surtout, il oublie de rappeler que pendant 8 ans, le Donbass était bombardé régulièrement par ces mêmes forces néo-nazis. Donc ça, c'est une base. Ensuite, la guerre en Ukraine, malheureusement, est, comme toutes les guerres, quelque chose d'horrible, mais dans chaque camp, il y a l'usage de la propagande, ce qui là aussi est normal. Donc Volodymyr, qui est d'origine, le nom Volodymyr, c'est la réduction de Vladimir. Hein. C'est juste une déformation de l'accent ukrainien. Donc Vladimir Zelensky, on va l'appeler comme ça, a tendance à vouloir en rajouter et à expliquer des choses qui sont au contraire de la réalité. Simplement, vous venez de faire référence au fait que Moscou refuse le passage des navires. Non, c'est pas ce qui se passe réellement. Ce qui se passe, c'est que Moscou demande à M. Zelensky de déminer le territoire, je parle de la mer en l'occurrence, pour que les navires puissent circuler sans exploser sur les mines ukrainiennes. C'est pas les Russes qui ont installé les mines, c'est bien les Ukrainiens, parce qu'évidemment, ils voulaient empêcher la possibilité d'usage des ports d'Odessa ou tous les ports du sud de l'Ukraine. Ils voulaient éviter de Crimée, ils voulaient éviter l'usage de ces ports. Alors au départ peut-être pour des raisons militaires, mais maintenant évidemment pour des raisons commerciales. Les Russes sont frappés par les Européens, alors qu'ils ne sont pas en guerre contre l'Europe, de sanctions économiques assez lourdes qui se multiplient, des trains de sanctions. Des sanctions qui se retournent d'ailleurs contre leurs initiateurs, puisque la plupart des sanctions sont en train de frapper au porte-monnaie les populations européennes, puisqu'il y a une inflation galopante qui est en train de démarrer. Mais surtout, on sort du Covid, il y avait déjà une crise qui était annoncée. Vous rajoutez la crise des céréales, puisque 30% de la production mondiale est russo-ukrainienne, et puis surtout vous rajoutez la crise de l'énergie, où on a hier touché des records à $125 le baril de pétrole. Donc ça, et je parle même pas du gaz. Donc ça pour dire que les Russes ont tout intérêt à exporter le blé ukrainien, qui profiterait d'ailleurs à l'Ukraine au demeurant, et le blé russe évidemment. Et ils peuvent exporter à la limite du côté russe, mais c'est le blé ukrainien qui alimentait la plupart des pays africains. Et certains sont très très durement frappés. On prend l'exemple de la Tunisie, qui n'a pas de pétrole ni de gaz, qui est en crise économique et qui n'a plus tellement les moyens de faire face à une spéculation sur le blé et sur les matières premières de la nourriture, simplement le blé étant un des principaux composants des pâtes et du pain. Donc c'est vraiment les matières primaires, c'est ce dont on a besoin pour manger, c'est vital. Et beaucoup de pays africains vont subir cela. L'Algérie beaucoup moins, puisqu'on a du pétrole et du gaz, ça compense largement le coût d'importation. Mais il est vrai que la spéculation à la hausse du pétrole, du gaz et du blé devient très très dangereuse pour la plupart des pays occidentaux et africains qui vont subir cela de plein fouet. Donc lorsque Volodymyr Zelensky va expliquer que les Russes feraient volontairement le sacrifice des pays vers lesquels il avait l'habitude d'exporter, il ne dit pas vraiment la vérité. Il dit simplement, j'ai un moyen de pression sur ces pays qui ont été, je parle des Africains, plutôt solidaires en ne se positionnant pas contre la Russie, et ce moyen de pression, il l'exerce. Et après, comme c'est un véritable prestigitateur, il vous inverse la vapeur. J'en veux pour preuve, par exemple, et cela, je pense que Luc Michel vous en dira plus que moi là-dessus, le fait que, par exemple, toute la conquête de l'Est et du Sud par les Russes de l'Ukraine est quasiment achevée. Ils perdent ville après ville, et en Occident et chez Zelensky, on entend parler de victoire. J'ai du mal à comprendre comment on peut parler d'une victoire quand toutes les villes tombent les unes derrière les autres, quand ils ont pratiquement 10 à 15 000 prisonniers, et surtout quand on se rend bien compte que la Russie
s'est fixé des objectifs et est en train de les atteindre dans un délai relativement court, en moins de 100 jours. Donc en vérité, il fait beaucoup d'esbroufs, c'est pas un homme très sérieux. Moi, ce qui m'intéresse serait d'entendre réellement, c'est pas ce monsieur, parce que ce n'est qu'un pion dans un échiquier sur lequel il ne maîtrise rien. J'aimerais connaître celui qui l'agite, celui qui l'utilise, cet oligarque et ukrainien qui est à l'origine de sa création et qui l'a littéralement porté au pouvoir. J'aimerais savoir quel est l'objectif de cet homme. Est-ce qu'il a des actions dans le blé? On ne sait pas. Est-ce qu'il a des intérêts dans le pétrole ou le gaz? Quels sont ses véritables buts de guerre? Parce que finalement, il savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner la guerre contre les Russes. Tout ça, c'est des questions qui sont plutôt intéressantes et pas tellement la propagande ridicule de Zelensky qui nous explique tout au but que finalement, c'est les Russes qui veulent pas exporter le blé. Ça n'a aucun sens. Elle enseigne que la moisson et la récolte ont été faites, contrairement à l'idée reçue, et que maintenant, à part le blocage des ports, les céréales existent et sont prêtes à être exportées. Et que les Russes, et c'est monsieur Poutine qui l'a répété à nouveau, il est prêt à exporter si on démine, tout simplement. Donc ouvrez la mer et on laissera passer le blé. Voilà ce qui est posé aujourd'hui. Donc c'est la question qu'il faut poser. À qui profiterait le crime? Merci à vous, Gamal. Luc, je vous donne la parole et je voudrais davantage comprendre avec vous bien le blocage qui est dénoncé par l'Ukraine sur la mer Noire. On se rappelle effectivement que le port de l'Odessa avait été rapidement mis en embargo effectivement par la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine pointe un doigt accusateur à la Russie d'être le véritable responsable des blocus au niveau de la mer Noire qui empêcherait donc le déplacement, la circulation des navires autres cargo, donc pour permettre véritablement la livraison. Parlons du cas d'abord des céréales ukrainiennes. Que se passe-t-il réellement autour de cette affaire, Luc Michel? Vladimir Poutine, en septembre 2014, avait dit que l'Occident, c'était l'empire du mensonge. La propagande de guerre de Washington, de l'OTAN et de Zelensky, c'est l'empire du mensonge. On doit, dans le dossier du blé, étudier les faits, et les faits, ils établissent le mensonge absolu des Ukrainiens et des Occidentaux. Tout d'abord, les exportations de l'Ukraine de blé représentent 2,5% des exportations mondiales, les exportations russes 25%. L'Ukraine n'est pas le principal exportateur en Afrique du Nord, c'est la Russie. Et par exemple, je vais donner un exemple, il y a eu une pénurie du blé au Mali. Eh bien, la Russie a déjà fourni son allié, le Mali. Poutine a précisé d'ailleurs que les alliés de la Russie seraient fournis les premiers. Dans la pénurie de blé, il y a deuxièmement un problème des engrais et des phosphates, dont les producteurs principaux sont le Bélarus et la Russie. Ce sont deux États sous sanction. On n'exporte pas les engrais et les phosphates actuellement à cause des sanctions occidentales. D'ailleurs, les Américains qui ont besoin de ces engrais ont levé les sanctions pour que les Russes et le Bélarus puissent les vendre aux États-Unis. Maintenant, avec le blé, de quoi s'agit-il? Comme Gamal l'a expliqué, les ports d'Ukraine ont été minés, pas par les Russes, mais par les Ukrainiens. Il n'est donc pas possible d'exporter le blé ukrainien à partir de ces ports. La Russie a proposé une solution. Il vient d'avoir des négociations en Turquie entre le ministre Lavrov et le ministre turc Kazuvoglu, le ministre des Affaires étrangères d'Erdogan. Ils sont arrivés à une solution. La Turquie, la Russie et l'Ukraine ensemble déminent les ports ukrainiens. Pour déminer les ports ukrainiens, les Ukrainiens doivent donner les plans des minages, établir où sont les mines, où cela va coûter des milliers d'hommes à déminer, et les Russes et les Turcs ne sont pas d'accord. Deuxièmement, le blé est exporté sous la protection de convois humanitaires qui sont encadrés par la marine turque, la Turquie étant la deuxième armée de l'OTAN, la Russie assurant la sécurité et le passage de ces convois. Il faut rappeler quelque chose, c'est que la mer Noire, l'OTAN est présente en mer Noire, puisque 3 États riverains de la mer Noire, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, ont des marines en mer Noire, et parce que la Turquie contrôle internationalement les détroits de Montreux qui permettraient à ces convois de passer en Méditerranée
et de là vers l'océan Atlantique. Mais il y a une réalité géopolitique, c'est qu'en 100 jours, comme Gamal l'a dit, la Russie ne s'est pas seulement assuré le contrôle du Donbass et de 20% du territoire ukrainien, elle a fait de la mer d'Azov et de la mer Noire deux lacs russes. C'est fini la domination de l'OTAN en mer Noire. Dès lors, à partir du moment où la flotte russe de Sébastopol dit « D'accord, nous escorterons les convois turcs de céréales pour quitter la mer Noire, il n'y aura aucun problème. » Zelensky, à qui on a fait ces propositions, a refusé. Il a dit « Si nous déminons, la flotte turque va s'emparer d'Odessa. » Ce n'est pas vrai du tout, puisque la Turquie garantit sa neutralité dans l'affaire, et les Ukrainiens, évidemment, ce sont eux qui assurent la pénurie de blé mondial. Dernière chose à dire, la pénurie de blé mondial, la crise du blé, la guerre de l'or blanc, elle n'a pas commencé il y a 100 jours avec la guerre en Ukraine. Elle a commencé il y a des mois avec la spéculation des multinationales alimentaires. Il y a notamment les Français de Nestlé, il y a les multinationales anglo-saxonnes. Les Russes n'ont pas de multinationales là-dedans, ce sont des fournisseurs de matières premières. Ces multinationales ont spéculé, notamment les matières premières, le pétrole, le gaz, mais aussi le blé, le cobalt ou l'aluminium. Ils sont cotés en bourse et ils font l'objet d'une spéculation effrénée. C'est la spéculation sur le blé qui a créé la crise alimentaire mondiale bien avant la guerre ukrainienne. Les Américains sont des menteurs pathologiques. Ils prétendent que c'est Poutine parce qu'il faut désigner un bouc émissaire, alors que ce sont eux les coupables. Et Zelensky n'est qu'un clown arrogant qui sert la propagande américaine. Alors, Gamal Abina, est-ce que c'est purement de la distraction que nous sert encore là, monsieur Volodymyr Zelensky, quand on connaît quand même les dernières informations liées notamment à cette opération militaire de la Russie du côté de l'Ukraine, notamment au cœur du Donbass, où on a d'ailleurs tout le long de la journée fait un véritable monitoring autour de cette actualité-là. On parle de l'arrêt de 4 mercenaires arrêtés donc, du côté du Donbass et qui doivent clairement faire l'objet donc d'une véritable condamnation de la part des autorités du Donbass. Des sujets qui sont quand même assez parlant, pourtant, ce dernier les évite clairement pour nous servir clairement de la diversion selon plusieurs analystes. Alors oui, l'histoire des condamnations, je crois que c'est 3 mercenaires, semble-t-il, des Anglais et un Marocain. Il se trouve que les Russes ne pratiquent pas la peine de mort, semble-t-il, ils ont arrêté ça. En revanche, dans le Donbass, c'est autorisé, on pratique la peine de mort. Ça répond à des méthodes où effectivement, c'est pareil, du côté de l'Ukraine, ils ont condamné 2 officiers russes. Pas de la peine de mort, mais de la prison à vie, ce qui est équivalent quasiment. Mais une chose est certaine, c'est que non, ça s'appelle de la diversion. Je ne crois pas un instant aux propos de Zelensky. Je pense que cet homme, malheureusement, a été manipulé par l'Occident. C'est un homme très intelligent, qu'il a fait énormément de fautes, qu'il a poussé son pays dans une catastrophe, parce qu'il n'avait pas besoin de faire cette guerre contre les Russes qui était ingagnable, contrairement à l'écran de fumée qu'on lui a servi. Je pense que M. Zelensky n'a jamais été un homme politique et ne sera jamais un homme politique. Et je pense qu'il sert des intérêts occultes que malheureusement nous n'avons pas identifiés. Mais une chose est certaine, c'est que, indépendamment de l'extrême droite, qui était très très forte en Ukraine, on voit bien, même si elle recule, il n'en demeure pas moins que le peuple ukrainien subit une guerre dont il n'avait pas besoin, et que le peuple russe fait subir une guerre dont il n'avait pas non plus besoin. Que l'adhésion à Poutine est de 90% selon une organisation indépendante qui n'est pas pro-Poutine d'ailleurs. Donc ça donne une idée de l'énorme adhésion que peut avoir Poutine sur cette opération militaire. Et que de l'autre côté, l'adhésion à Zelensky, on ne la connaît pas. On se rend bien compte que beaucoup de soldats font défection. On se rend bien compte que toutes les villes qu'il a prétendu défendre, celles qui étaient réellement objectifs de guerre, ont été perdues, comme récemment Severodonetsk, alors qu'il prétendait qu'il y aurait de la résistance. Bref, c'était déjà réglé hier. Il prétend beaucoup de choses, mais dans les faits, il ne fait que reculer et c'est assez pathétique. Alors, on dit beaucoup de choses sur l'Ukraine. On a même entendu que c'était les blonds yeux bleus, ce qui est du dernier ridicule. Chez les Ukrainiens, ils ont plus un physique de Roumains ou de Bulgares que peut-être un peu polonais encore dans le Nord, mais ce ne sont pas des Ariens.
Mais on a voulu tout dire de l'Ukraine jusqu'à presque qu'ils étaient européens de l'Ouest, alors que ce sont de purs orientaux. Ce sont des orientaux avec une religion orientale, comme on l'a dit. C'est une religion, enfin, qu'on a dit, comme ce qu'on devrait dire. Ce sont des orthodoxes, donc des gens qui ont une petite partie catholique, mais globalement orthodoxe. Donc, ce sont des Slaves. Ce sont des peuples russophones, pour la plupart, et d'origine russe, pour 50% moins de la population. On n'a pas les chiffres exacts, enfin bref. Et sur l'Est de l'Ukraine, bien évidemment, ce sont des Russes. Donc, il va de soi que des images n'ont pas été diffusées en Occident, par exemple, de voir que le char d'assaut russe, avec le Z dessus, donc on ne peut pas se tromper, arrive en zone libérée, c'est comme ça qu'ils représentent les choses des Russes, évidemment, puisqu'ils vont défendre la population, et qui sont reçus avec des fleurs. Ça rappelle quelque part, de façon très inversée, l'arrivée des Allemands de la Wehrmacht et des nazis en 1941. Lorsqu'ils arrivent en Ukraine, ils sont reçus avec des fleurs, du côté de l'Ouest, pas de l'Est. À l'Est, ça se passe très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée de se dire que, quelque part, une partie de la population ukrainienne, c'est plutôt des Européens centraux. Et tout ça pour dire que quand M. Zelensky s'exprime, très souvent, il fait beaucoup d'effets de manche, il raconte beaucoup de bêtises, il n'est pas très au fait de ce qui se passe réellement dans son pays. Il fait feu de tout bois, il dit tout et n'importe quoi, fait des références extrêmement hasardeuses. Surtout quand on a des néo-nazis dans ses troupes, faut pas parler d'Hitler en face, hein, c'est compliqué. Mais il n'arrête pas de faire ça parce qu'il essaie de trouver des soutiens. Et moi, je dis régulièrement que Zelensky, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quel que soit son objectif, que je ne comprends pas en vérité, on ne doit pas mettre sa population en danger comme il a fait. Eh bien, Zelensky, il y a une chose qui est certaine, il n'a pas compris à qui il avait affaire. L'Occident l'a poussé à la faute en faisant croire qu'il intégrerait l'OTAN alors qu'il faut 10 ans pour l'intégrer, qu'il serait dans la CE alors que non, ça se fait pas en 2 jours. Et surtout, ils lui ont fait croire que les Russes ne seraient peut-être pas aussi virulents qu'ils l'ont été à la suite de ce qui s'est passé. Ils lui ont laissé se pousser les ailes à telle enseigne que, avant lui, ils avaient interdit le russe, ce qui était déjà très grave, hein. On n'interdit pas une langue parlée dans un pays. C'est vraiment un recul de liberté comme rarement on en a vu. On ne fait pas la promotion des oligarques. On ne va pas faire ce qu'avait fait Helsinki dans les années 90. On ne va pas privatiser les richesses du pays comme il l'a fait. Et surtout, on ne va pas généraliser la corruption. Je rappelle qu'avant l'invasion russe, l'Ukraine était considérée comme un des pays les plus corrompus et que Zelensky a des affaires de corruption sur le dos. Donc ça pour dire que Zelensky passe pour un héros en Occident, mais en vérité c'est quelqu'un qui fait feu de tout bois, qui dit beaucoup de bêtises et qui fait de l'esbrouf. Et l'esbrouf, ça ça mène nulle part. Par exemple, quand les Russes décident stratégiquement de se retirer de Kiev pour ne pas prendre la ville et pour ne pas créer de mort inutile, ils transforment ça en victoire. Non, c'est pas une victoire, c'est un retrait, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de combat de chars, il ne s'est rien passé, le ciel appartient aux Russes, mais il présente ça comme une victoire. Donc on a un vrai problème avec ce monsieur. Je pense qu'il n'est pas vraiment connecté à la réalité de son pays. Je pense que ses conseils ne sont pas vraiment au rendez-vous, ne sont pas tellement malins. Et surtout, je pense que les Ukrainiens ont vraiment, ils n'ont pas eu de chance, après ce coup d'État de 2014, d'avoir un président aussi peu habile et peu intelligent. Le plus étonnant de tout cela, pour en finir avec ce que je disais, c'est que Zelensky, lorsqu'il arrive aux commandes, semble-t-il, hein, on n'est pas dans la tête des gens, n'était pas anti-russe. Du moins, il n'était pas farouchement anti-russe. Donc, je pense qu'autour de lui, il a été conseillé par des gens qui sont très peu recommandables. Je pense qu'autour de lui, les gens l'ont poussé à la faute, peut-être ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un président. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt un pantin qu'on anime très bien, et il faut savoir qui est au-dessus des câbles qui tirent les ficelles, c'est plus difficile à trouver. Dans tous les cas de figure, je vous garantis une chose, c'est que, je sais pas, en 3 mois, depuis le début, il a dit tout et son contraire, mais systématiquement, chaque fois qu'il a lancé quelque chose, c'est le contraire qui se produisait. Je rappelle quand même, à titre indicatif, pour conclure mon propos réellement cette fois-ci, qu'il prétendait qu'il y aurait une ligne rouge à ne pas franchir, qui était à la chute de Mariupol. Mariupol a chuté, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est ça, Zelensky. C'est beaucoup d'annonces, d'effets d'annonces, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Luc, je vous donne la parole puisque on a clairement, on a du mal à apprécier la trajectoire, mais surtout la teneur, la quintessence de l'homme Volodymyr Zelensky. On se rappelle au début de cette opération militaire spéciale de la Russie qu'il donnait des assurances quant à la capacité de résilience du peuple ukrainien à tous les niveaux. Aujourd'hui, il semble clairement trouver un bouc émissaire à ce qui arrive à son pays. La Russie, on l'a vu véritablement s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations Unies, demandant le retrait pur et simple de la Russie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là encore, on comprend clairement le but inavoué de cette démarche de Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, il vient aux avant-postes pour pointer davantage, pour établir selon lui le chef des responsabilités autour de ce qui est annoncé comme étant un véritable un cataclysme mondial, parlant de la famille, la Russie aux avant-postes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est clairement en train de, lui, Volodymyr Zelensky, de se désavouer au regard du discours qu'il a tenu au début de cette affaire? Il est en train de conduire son pays à la catastrophe
De plus en plus, on parle du côté russe d'ailleurs, de supprimer le statut d'État de la Russie. Il y a l'économie est détruite. À 65%, l'économie qui était située dans le Donbass, elle est sous contrôle de la Russie. L'armée est détruite à 65%. À Mariupol, on a beaucoup parlé des 2500 prisonniers d'Azovstal, mais les Ukrainiens ont perdu 40 000 hommes en réalité. Zelensky, il ne faut pas s'attarder dessus. C'est un clown, c'est un comédien, il joue son rôle. C'est un personnage qui est impliqué jusqu'au cou dans les scandales de corruption et des comptes offshore des Panama Papers. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais il faut mettre en parallèle la propagande de guerre de l'OTAN et la réalité stratégique de la Russie en Ukraine. L'OTAN nous dit depuis le début que l'Ukraine, la 26e puissance militaire mondiale, peut gagner contre la Russie qui est la 2e et qui est une puissance nucléaire. C'est une farce. On nous fait passer des défaites pour des victoires. On nous raconte du pipeau, etc. On nous dit que la Russie voulait mener là-bas une guerre éclair et qu'elle a échoué et que l'armée rouge est en train de s'enliser. Tout cela est avalisé sur les plateaux de télévision français, par exemple, par d'anciens généraux et des colonels à la retraite, comme le fameux colonel Michel Goya de BFM TV. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable expert militaire suisse, c'est le plus grand écrivain militaire. Il s'appelle l'analyse stratégique, il s'appelle Wirtz. Il a écrit un article. Il explique qu'on va étudier la stratégie russe au Donbass pendant 60 ans dans les académies militaires. Ce qu'on appelle l'art opératoire militaire russe, il est basé sur une technique qu'on appelle les pièges stratégiques. En russe, on appelle ça des maskeritsa. La plus célèbre des maskeritsa, c'est le piège stratégique tendu à Staline de Paris, à Hitler à la Wehrmacht, devant Moscou, en fin 1941. C'est là que les Allemands vont perdre définitivement la guerre. Ils ne se remettront jamais de leur défaite devant Moscou. Aujourd'hui, les Russes ont mené des mêmes biais stratégiques. Ils ont fait croire aux Ukrainiens et aux gens de l'OTAN qu'ils voulaient s'emparer de Kiev, qu'ils voulaient s'emparer de Kharkov, etc. Ils ont fixé des troupes ukrainiennes considérables. Pendant ce temps-là, ils avaient la main libre pour s'emparer du Donbass et de tout le sud de l'Ukraine, 25% du territoire actuel. Pendant ce temps-là, les gens de l'Ukraine et les gens de l'OTAN racontaient que c'était des victoires ukrainiennes, alors que c'était des pièges stratégiques russes qui ont entraîné les Ukrainiens et qui ont entraîné leur protecteur de l'OTAN dans la défaite. Ajoutons quelque chose, c'est qu'une fiction est établie pour le moment. On fait croire que les armes fournies par l'OTAN à l'Ukraine vont changer la donne stratégique, notamment dans le Donbass. On fait même croire, Zelensky raconte qu'il va reprendre le contrôle du Donetsk, de Lugansk et de la Crimée. C'est une farce. Tout d'abord, les livraisons d'armes sont régulièrement frappées par les bombardiers, les missiles de croisière et les missiles hypersoniques russes dans toute la partie ouest de l'Ukraine, dans une zone qui va autour de Lviv à la frontière polonaise jusque Kiev. On a encore, il y a 2 jours, frappé des livraisons de chars livrés par les Polonais à l'Ukraine. On a frappé des avions, etc. Les Russes ne laisseront jamais ce matériel être mis en service. Ajoutons quelque chose, c'est que si comme les Américains veulent le faire, ils livrent des armes capables de frapper le territoire de la Russie a précisé qu'il frapperait les centres de commandement de Kiev, entendez les centres gouvernementaux et probablement le siège gouvernemental de Zelensky. Zelensky, d'ailleurs, a déjà prévu la chose, puisque ça fait 3 semaines que les Russes ont révélé que la famille de Zelensky a reçu des passeports israéliens. Zelensky lui-même
et les chefs des services secrets et de l'armée ukrainienne, ils ont reçu des passeports britanniques. On sait que quand l'Ukraine se sera écroulée, ils vont aller se réfugier là-bas et vivre tranquillement de l'argent qu'ils volent depuis des années à leur peuple. Nous parlions de l'affaire des biens mal acquis. Là, ce sont des biens mal acquis réellement volés sur le dos du peuple ukrainien. Mais pour l'Ukraine, ça durera évidemment. Tout ce que les Américains, les gens de l'OTAN sont en train de faire, c'est deux choses. D'une part, ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien en détruisant le pays, simplement en fournissant des armes. Ils font durer la guerre alors que les Ukrainiens auraient dû demander l'armistice il y a déjà des mois. Secondement, bien entendu, ils sont en train de plonger les peuples européens dans la récession, dans la misère, dans la guerre du gaz, dans la guerre alimentaire, dans la crise économique. Le litre d'essence qui coûtait autour d'1 € en Europe occidentale il y a 3 mois, il est au-delà de 2 € actuellement et on l'annonce à 5 € le litre. Ce sera la fin de toute vie économique en Europe de l'Ouest. On l'annonce à 5 € le litre en 2025. Ajoutons que un grand pain donc, qui coûtait 2 €, on l'annonce à 5 €. C'est une catastrophe globale. Pendant ce temps-là, la Russie accumule des devises. Elle n'a jamais gagné autant d'argent en vendant du pétrole et du gaz parce que la crise économique provoquée par les Américains et l'Union européenne a fait monter le prix des matières premières et que la Russie vend au prix coûtant sur tous les marchés mondiaux, notamment en Chine et en Inde. Merci à vous, Luc Michel. Et on va, très cher monsieur, prendre un dernier tour de table afin de sortir définitivement de cette émission. Je commence par vous, Gamal Abina, pour rester clairement et proprement autour de la thématique, vu que monsieur Volodymyr Zelensky demande donc à ce que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture puisse effectivement se séparer des services de la Russie. Et je vous demande aussi, est-ce que c'est possible, vu que la mission première du FAO est de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous, et quand on connaît quand même le rôle prépondérant que joue la Russie aujourd'hui dans le processus d'alimentation des masses européennes et africaines, est-ce que c'est possible finalement pour le FAO de se séparer des bons et loyaux services, j'ai envie, de la Russie? Vous savez, c'est complètement ridicule et c'est impossible. Pourquoi c'est ridicule? Parce que finalement, l'Occident, qui a cru avoir vaincu la Russie, l'URSS, bref, le communisme, le fait qu'un État soit dirigiste, a cru avoir mis à genoux une idéologie qui consistait à dire qu'il fallait que l'État contrôle quand même les richesses les plus importantes du pays. Ils n'ont pas gagné la guerre totalement, contrairement à l'idée reçue. Les Russes se sont adaptés, tout comme les Chinois demeurant. Il y a eu un capitalisme d'État qui a été mis en place, qui a une dimension sociale. Il ne faut jamais oublier que en Russie, on continue à avoir du social. Et ce capitalisme d'État, c'est à la fois à utiliser pour qu'il n'y ait pas de tension interne, la redistribution de la rente, des rentes du pays. Il y en a plusieurs, il n'y a pas seulement que le gaz et le pétrole, évidemment. On le voit en Algérie, c'est pareil, on le voit en Chine. Il y a, sur un pays à 1,1 milliard de personnes, par exemple, eh bien, ils ont été capables d'utiliser ces principes-là et surtout, ils ont été capables d'utiliser l'arme du capitalisme qui devait les mettre à genoux. Alors, il se trouve que l'OMC, les Russes avaient demandé à entrer dans l'OMC, c'était une négociation très avancée d'ailleurs, où les Chinois, eh bien, ont compris qu'il fallait surtout pas être hors système et hors système économique parce que leur économie est très importante et on vient d'apprendre par exemple que les Russes ont nationalisé Renault et annoncent qu'ils vont produire leurs propres véhicules. C'est vous dire à quel point ils ont été impactés par ces sanctions qui finalement se retournent contre leurs initiateurs. Mais de dire qu'un pays qui représente en substance 30% quasiment sur toutes les matières premières, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient minérales ou énergétiques, dans le monde, la Russie reste le plus grand État au monde en superficie. La Russie est monumentale, c'est 6 ou 7 fuseaux horaires. Eh bien, de dire que ce pays-là pourrait être mis de côté alors que les économies aujourd'hui dans le capitalisme sont totalement intégrées et interdépendantes est aussi ridicule que de dire qu'un homme pourrait se passer d'un bras ou d'une jambe. En vérité, on ne peut pas écarter la Russie parce que la Russie a habilement intégré
toutes les zones économiques spéciales d'échange, qu'elles soient asiatiques d'ailleurs, c'est très intégré aujourd'hui, mais aussi européennes. L'interdépendance, quand on voit Gulf Stream 1 et 2, pour l'alimentation au gaz des Allemands qui ont toujours eu du mal avec l'énergie, ça a toujours été leur principal talon d'Achille, eh bien, démontre que la Russie n'est pas contournable. Alors, quand certains font des vœux pieux prétendant qu'ils pourront suppléer aux besoins de la Russie, c'est une vaste plaisanterie. La seule crise du Covid avait mis tout le monde en panique, bon, pas les capitalistes, ils savaient ce qu'il en était, mais en se disant, il n'y aura peut-être pas de récolte, on n'aura peut-être pas assez d'alimentation, on ne pourra peut-être pas assurer les différentes productions industrielles. C'est un mensonge. Mais par contre, de dire que quand on a 100% de production, on peut se passer 30%, qu'on irait compenser par un miracle économique, on ne sait pas comment, ça, c'est ridicule. C'est aussi ridicule que de dire qu'on peut se passer du pétrole et du gaz russe, qui représentent là encore 30%, et le charbon d'ailleurs, qui représente 30%. Les capacités de production et les capacités de production énergétique ou céréalière mondiale sont limitées. Elles sont finies, dans un espace fini et défini. Le seul moyen d'y arriver, ce sont des investissements considérables pour essayer d'aller sur les terres, soit couper les forêts, comme le font les Brésiliens malheureusement, ou ça simplement de faire en sorte que des zones désertiques deviennent agricoles. Mais pour arriver à cela, il faut des investissements qui se font sur 3, 4, 5 ans. En aucun cas, vous pouvez compenser ça. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les Russes sont frappés économiquement, mais pas sur les plus grosses économies. C'est-à-dire que la Russie n'est pas frappée sur son exportation de gaz, de pétrole ou même de blé. D'ailleurs, personne ne veut contourner le blé russe. Donc, ce sont des appels qui sont plutôt invocatoires, qui ne sont pas très sérieux, des vœux pieux de la part de ceux qui prétendent les émettre. Et puis, je donne encore un dernier exemple très concret. Les Européens disent qu'ils veulent plus du gaz russe et qu'ils vont s'en passer sous forme de sanctions économiques. J'ai entendu la date d'exécution de cette sanction, ce sera le 15 août. C'est juste en pleine vacances, au moment où on a le moins de besoin d'énergie en termes de gaz, et surtout, probablement, à 2 pas de la fin de la guerre. Donc, à ce moment-là, comme le dit très bien Macron, on ne va pas humilier la Russie. Macron n'est pas idiot, il utilise un terme à dessein pour dire quoi? On va forcément négocier avec les Russes parce que ça restera, et ce sera toujours un État incontournable dans la planète. Donc, de là à dire qu'on peut éviter le blé, le gaz, ou je ne sais quel denrée d'ailleurs, émanant de Russie, c'est aussi stupide que d'imaginer qu'on pourrait éviter, par exemple, de boire de l'eau. Ça n'a aucun sens. Les interdépendances économiques aujourd'hui sont tellement grandes qu'on ne peut plus se passer d'un pays. Ça s'appelle des mensonges, malheureusement, et on se rend bien compte que ces mensonges sont alimentés par une propagande qui n'est pas très sérieuse. Et j'espère que les peuples européens, si c'est de vraies démocraties, finiront par manifester leur mécontentement quand on arrivera à une inflation qui va dépasser les 10%. Actuellement, l'inflation en Europe est de 5% en moyenne, ce qui est extrêmement inquiétant. Merci à vous, Gamal Abina. Et Luc Michel, pour sortir définitivement de ce programme, puisque la question, la trame de fond essaie de savoir est-ce que le Pharaon est capable de se défaire aujourd'hui des services quand même d'un pays comme la Russie qui est en termes d'exportation quand même l'une des puissances qui compte du côté de l'Europe, que ce soit en termes de céréales, que ce soit en termes de fertilisants et tout, et puisque sa mission est de maintenir, de parvenir, je l'ai dit, à une sécurité alimentaire pour tous. Est-ce que il est clairement prédit que Volodymyr Zelensky ne va obtenir gain de cause autour de sa démarche? Avant de vous répondre sur l'ONU, je voudrais dire un mot sur l'économie mondiale. La Russie et la Chine, ce ne sont pas des capitalismes d'État. Ça, c'est ce que les capitalistes américains nous font croire depuis 40 ans, parce qu'ils veulent faire croire que leur modèle politico-économique a triomphé. En réalité, la Russie et la Chine, ce sont des économies de marché, ce qui est un mécanisme régulateur de l'économie. Mais ce sont en fait des économies dirigées. En Chine, en Russie, mais aussi en Iran, la direction de l'économie, elle appartient à l'État et au monde politique. Et lorsque un dirigeant économique d'une multinationale russe ou chinoise s'écarte du droit chemin, on le remet au pas, on l'envoie en Sibérie où il disparaît dans le goulag chinois. Les Américains, c'est l'inverse. Les dirigeants de tout le système politique américain, ce sont les dirigeants financiers et économiques, ceux qu'on appelle les maîtres du monde, les Bilderbergers, les Soros, les Bill Gates, les Elon Musk, les Rockefeller et compagnie. Biden, c'est un domestique de ces maîtres du monde, tandis que Poutine ou Xi Jinping, ce sont les véritables patrons de leurs dirigeants de multinationales
russe et chinoise. Deuxièmement, il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis 2015-2016, la Russie, avec l'aide de la Chine, a neutralisé le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la véritable direction de l'organisation internationale. Mais tout le reste de l'ONU, toutes les institutions de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de Genève, la FAO, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, tout cela, ce sont des organismes qui sont maraboutisés, qui sont contrôlés par les Américains, aux mains de hauts fonctionnaires pro-américains et américains qui font carrière avec l'argent américain et quand ils terminent leur carrière à l'ONU, qui sont cassés dans des sinécures américaines. Dès lors, ni les Russes ni les Chinois n'attendent rien de ces organismes. On voit ces jours-ci l'Organisation internationale de l'énergie atomique suivre les ordres des Américains et des sionistes et condamner les Iraniens. On voit à l'Organisation mondiale de la santé, celle-ci, accuser les Russes avec l'Ukraine d'être responsables quasiment de la crise pandémique mondiale, alors que l'OMS refuse depuis 3 mois les demandes d'enquête de la Chine et de la Russie sur les laboratoires, les laboratoires de recherche bactériologique américains dans l'Ukraine de Zelensky, protégés par Zelensky et Joe Biden. C'est la même chose dans la FAO. La FAO sait bien que les responsables de la crise alimentaire mondiale, ce sont les firmes multinationales occidentales, mais elle ferait croire que c'est la Russie. Zelensky, évidemment, il fait son show comme il le fait devant tous les parlements du monde pour soutenir ce discours de mensonge américain. Mais ajoutons, parce que ça, on ne nous le montre pas devant les médias occidentaux, et malheureusement en Afrique, on suit les médias occidentaux, Zelensky est loin de recueillir du succès partout. Il est allé faire le show devant le Parlement israélien. Là-bas, il a dit que les Ukrainiens étaient les victimes aujourd'hui comme les Juifs hier de l'Holocauste. Des parlementaires israéliens lui ont rappelé que parmi les auteurs de l'Holocauste, il y avait les ancêtres des néo-nazis ukrainiens, les Banderistes, qui fournissaient les gardiens des camps de concentration d'Auschwitz notamment. Et les délégués israéliens se sont levés et sont partis. Lorsque Zelensky a pris la parole devant le Parlement grec, là-bas, c'est la majorité des députés grecs qui se sont levés. Il est venu prendre la parole, encadré par 2 dirigeants grecs du groupe Azov, qui recrutent des néo-nazis dans toute l'Europe. Ces gens étaient condamnés pour des crimes néo-nazis en Grèce et bien connus des députés grecs. Ils étaient venus faire la leçon avec Zelensky aux Grecs. Ça se passe comme cela un peu partout. Zelensky, avec son arrogance, qui fait la leçon à tout le monde, il est même en train d'insupporter Macron, les gens du Quai d'Orsay ou du ministère des Affaires étrangères allemandes. L'ère de Zelensky va se terminer par une catastrophe, pas seulement pour son peuple, mais on le rappelle simplement, lui a son avenir assuré, il a un passeport britannique, son argent est calmement à l'abri dans les îles Caïmans, dans les îles anglo-normandes ou dans les Panama Papers. Zelensky, c'est un petit voyou devenu criminel de guerre au détriment de son peuple. Merci à vous, Luc Michel. Et c'est avec d'ailleurs cette conclusion que nous allons refermer cette autre édition d'Appel sur le continent. Merci à vous, Gamal Abina, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, très chers messieurs et dames, de nous avoir suivis. On renserré le temps de cette édition et nous, on le referme, non sans vous rappeler que juste après moi, eh bien, ça sera un véritable marathon avec nos amis de la santé qui s'impatientent déjà dans le petit tunnel. On se dit à demain pour une nouvelle édition d'Appel sur le continent, toujours en direct sur Afrique Média Télévision. Bonsoir à tous. Désolé pour la Guinée équatoriale. Afrique Média,
Le monde, c'est nous. Hello, you're on the... Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pétain. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre.